À une de l'actualité, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES ont animé un panel sur le Sahel, l'avenir de l'intégration régionale. C'était lors de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Et ce soir, nous allons à la rencontre du parrain du mois d'avril dans le cadre de l'année 2025, année de la culture. Déjà retenez qu'il est artiste peintre, l'un des plus grands au monde. 11e édition du Tour cycliste du Mali. Le top départ a été donné aujourd'hui à Sikasso et 114 coureurs venus de 7 pays y participent. Plus de détails en fin d'édition avec Selagatou Sissé. Et nous recevons ce soir comme invité Brema Eli Diko, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Yambo Ologem. Actualité oblige, avec lui, il sera question de la situation Mali-Algérie. Bonsoir Monsieur Diko. Bonsoir Kadja Toukouni. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous reviens dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Voilà, vous le savez certainement, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Confédération des États du Sahel sont à Antalya, en Turquie, pour la 4e édition du Forum diplomatique. Les 3 ministres ont animé un panel sur le thème Le Sahel, l'avenir de l'intégration régionale. Ainsi, ils ont apporté des éclairages sur la vision des 3 pays en matière de renforcement du processus d'intégration et leur développement. Détails dans ce reportage de Amandine Lalsaga. C'est l'une des activités phares du forum sur la diplomatie d'Antalya. Le panel sur l'avenir de l'intégration régionale au Sahel était très attendu et a suscité un grand intérêt des participants au forum. À cette tribune, le chef de la diplomatie burkinabé recadre certaines informations et statistiques relayées par des acteurs institutionnels et médiatiques. Karamoko Jean-Marie Traoré fait le bilan de quelques acquis au Burkina Faso. 2022, notre pays était occupé à 50% par des terroristes. En début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Je pense que des rapports comme ça doivent mentionner exactement ce qui se fait. Au Burkina Faso, nous avons inauguré plus de 5 usines cette année. Je crois que si la situation était aussi dangereuse que ça, on n'aurait pas vu des investisseurs. Quelque part, je crois que là, c'est en train de s'améliorer. Tour à tour, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont insisté sur les avancées réalisées par la Confédération AES en matière de développement, de solidarité, de complémentarité et d'intégration des peuples. On a tendance à présenter ces 3 pays comme s'ils sont dans une approche purement militaire, parce qu'on oublie de montrer les efforts qui sont faits dans le domaine du développement. Pendant qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain de lutte contre le terrorisme, il y a un gros travail qui se fait dans le domaine du développement et dans le domaine social, et cela, c'est dans tous les 3 pays. Je pense qu'à ce niveau, la coopération au développement s'est davantage renforcée. Quand vous allez au Mali, au Burkina, au Niger, ces trois dernières années, pour des pays qui font face à l'insécurité, je dirais que ça relève d'une prouesse. Regardez la croissance économique de ces 3 pays, c'est presque similaire, sinon souvent plus que celle des pays qui sont en paix. Pourtant, ces 3 pays doivent consacrer 25% de leur budget pour s'équiper. Mais en plus de ça, ils se battent pour offrir des forages, des écoles, de la nourriture, des intrants à leur population. Il y a un certain nombre de projets intégrateurs qui sont identifiés aujourd'hui. Des projets de chemin de fer de Bamako, Ouaga jusqu'à Niamey. Il y a des projets d'énergie en commun. Il y a des projets de pouvoir aussi transformer nos matières premières, que ce soit dans le domaine énergétique comme dans le domaine agricole. Il y a par exemple un projet de mettre en place une centrale d'achat pour permettre à nos pays ensemble, par exemple, d'acquérir des denrées de première nécessité à l'extérieur. C'est l'intérêt de nos populations
nous sommes ouverts à tous les pays du monde pour coopérer, mais à condition que l'intérêt de nos populations soit respecté. Les ressources de nos pays doivent profiter d'abord à nos populations, ce qui n'est pas le cas jusqu'à tout récemment. Ce panel sur l'avenir de l'intégration a été une occasion pour les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de réitérer la vision constructive et ouverte des 3 chefs d'État en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans une démarche fraternelle avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et la 37e promotion des stagiaires de l'école d'état-major national de Koulikoro au Mali en voyage d'études au Niger. Une visite rendue possible grâce à l'invitation du président de la République du Niger, Issa Ousmane Mahamat. Ils sont 38 officiers stagiaires venus du Mali. Cette délégation de la 37e promotion de l'école d'état-major national du Koulikoro est en immersion à Niamey pour un séjour aussi pédagogique que diplomatique. Sous le commandement du général de brigade Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali. Les stagiaires ont été accueillis dans le cadre d'une visite organisée conjointement par le ministère nigérien de la Défense et celui du Tourisme, avec le soutien de l'Agence des promotions du tourisme du Niger, APTN. Point d'ordre de leur séjour, la découverte de la réserve naturelle de Kouré, célèbre pour abriter les derniers girafes d'Afrique de l'Ouest vivant en liberté. Accompagnés par des officiers nigériens, les stagiaires ont été accueillis sur le site par le commandant Laminou Seydou, conservateur de la réserve. Échange enrichissant et découverte d'un patrimoine unique était au programme. AES oblige cette année, il fallait qu'on soit à Niamey. Et la promotion que je conduis avec le commandant école, le colonel Diakité, représente 10 nationalités. En plus de l'AES, il y a d'autres pays africains qui sont à l'école. C'est dans le cadre de ce voyage d'études que ce matin nous sommes là pour venir voir une ressource naturelle exceptionnelle. Une immersion à la fois culturelle, fraternelle et stratégique dans un contexte marqué par une coopération militaire renforcée entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'occasion est trouvée pour moi pour remercier au nom des plus hautes autorités maliennes, les autorités nigériennes, avec à leur tête son Excellence le général d'armée, président de la République, Tiani. C'est lui qui a offert cette visite à la promotion. Si cette visite a également été possible, c'est grâce à ce que l'AES fait tous les jours. Parce que c'est un avion militaire nigérien qui est allé chercher la délégation à Bamako, nous a amenés ici. Et c'est un aéronef nigérien qui va nous ramener à Bamako à la fin de la visite. Donc c'est pour dire que l'AES est en pleine marche. Et vraiment, merci aux autorités nigériennes pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce voyage puisse se réaliser. Après la visite, la délégation a été reçue sous une tente traditionnelle aménagée par l'Agence de promotion du tourisme du Niger, APTN. L'occasion d'un moment de répit bercé par les sonorités des guitares Touareg. En signe de reconnaissance, des présents symboliques ont été remis au commandant Laminou Seydou pour son accueil et ses explications, ainsi qu'à la directrice générale de l'Agence de promotion du tourisme du Niger, saluée par le général de brigade Moussa Yoro Kanté pour la qualité de l'organisation. Un voyage sous les signes du partage, de la coopération régionale et de la découverte. Et une belle illustration de la fraternité d'armes au cœur de l'Alliance des États du Sahel. Loin d'une simple randonnée, mais plutôt une véritable excursion sur un terrain grand format ayant permis à ces stagiaires de commencer d'ores et déjà à affûter leurs armes pour une expérience digne des militaires.
Hier samedi 12 avril, le Mali a écrit une autre page de son histoire avec ce soutien des populations aux autorités maliennes suite à l'agression de l'Algérie. Des manifestations de soutien ont été organisées à Bamako et dans nos capitales régionales. Nous vous invitons à suivre les rassemblements à Kay, Douanza, Ménaka avec nos différents reportages. Le soleil ardent de Kay n'a pas empêché ces meetings de soutien aux autorités de la transition. Les forces vives de la région, à leur côté, les ressortissants des pays membres de l'AES, ont pris d'assaut la place de l'indépendance ce samedi 12 avril 2025 pour témoigner leur soutien indéfectible à nos autorités suite à l'attitude agressive de l'Algérie à l'encontre de notre pays. Nous sommes très satisfaits de notre armée malienne. Nous les accompagnons et puis nous les soutenons. Vu que l'Algérie, ce qu'ils nous ont fait pour les faire montrer que nous sommes là. Même si on a vieilli, on n'est pas parti encore, on est là. Nous, le peuple de l'AES, nous condamnons tout cet acte barbare de l'Algérie, l'acte qu'elle vient de faire tout récemment contre les drones maliens. L'objectif, c'est pour affirmer et réaffirmer notre engagement total et indéfectible auprès de nos hautes autorités. Pour dire que la population de Kay, avec sa jeunesse, sont conscients des efforts qu'ils sont en train de fournir au niveau national et international. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de remercier les organisateurs et toute la population de Kay pour la réussite de cette grande mobilisation qui témoigne leur patriotisme. Je voudrais au nom des plusieurs autorités exprimer ma gratitude à l'endroit de la population de Kay. La population de Kay qui reste toujours debout sur le rempart pour soutenir nos autorités de la transition, pour soutenir nos forces armées et de sécurité. Donc pour leur dire encore que la population ne sera jamais déçue. Les plus hautes autorités restent déterminées à mener à bon port cette transition, à ramener le pays sur son développement et surtout sur la confirmation de son indépendance. Dire au peuple Mali en général que les plus hautes autorités sont là pour la sécurité du pays. Signalons qu'une copie de la déclaration du Conseil régional de la jeunesse a été remise au gouverneur des régions, général de brigade Moussa Soumaré, qui leur a promis de la transmettre à qui de droit. Acte inacceptable, considéré comme une atteinte grave à la souveraineté nationale. La jeunesse de Douanza exprime sa ferme condamnation. Jeunesse de la région de Douanza, exprimant avec la plus grande fermeté notre condamnation de cet acte hostile qui constitue une atteinte directe à la paix, à la stabilité et à l'intégralité territoriale du Mali. Les femmes de Douanza, enracinées dans une région longtemps éprouvée par l'insécurité et les conflits, savent mieux que quiconque les prix de la paix, a souligné la présidente de la CAFO de Douanza. Nous demandons que toute la lumière soit faite sur cet acte grave et que les excuses officielles soient présentées au peuple malien. Nous appelons également à une réaction diplomatique ferme de la part des autorités de la transition. C'est dans ce contexte que la population, les forces vives de la région, se sont mobilisées auprès des autorités régionales pour dire stop à l'ingérence. Vive la souveraineté. L'acte cruel, barbare, inamical de la part des autorités algériennes. Et le Mali lui a offert une partie de notre territoire pour abriter les bases militaires de l'Algérie. Après la remise de la déclaration aux autorités régionales, le Conseil régional de la jeunesse de Douanza, sous les notes de l'hymne national, a fait savoir que le Mali ne cédera pas. L'acte qui s'est posé récemment est intolérable. Il est intolérable, il demande justice. Il demande justice. Le Mali est le berceau de la paix. Le Mali est un berceau de l'intégrité. Le Mali n'a jamais demandé une guerre ni une bataille. Le Mali restera sur sa défensive et demander sa souveraineté jusqu'à l'obtention des objectifs de la transition. Nous sommes là ce soir, à l'instar de tous les Mali, pour magnifier notre soutien, notre mécontentement, à travers l'acte qui s'est posé tout récemment. Nous resterons derrière cette transition. Nous resterons derrière le Mali. Nous resterons derrière l'AES. Et en images, grande mobilisation également à Léré et toutes les sensibilités sont sorties pour témoigner leur soutien indéfectible aux autorités de la transition, aux forces de défense et de sécurité.
Elles ont condamné avec la dernière rigueur la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie. Cette attitude de l'Algérie est une provocation et pour les populations, le Mali ne cédera pas à l'intimidation dans sa lutte contre le terrorisme. Vous voyez sur les images la marche de soutien de la population de Léré aux autorités de la transition. Maliens, Burkinabés, Nigériens se sont mobilisés à Paris pour apporter leur soutien aux autorités maliennes suite à cette provocation de l'Algérie. Suivant quelques temps forts. Nous sommes là pour dénoncer l'attaque ignoble. Macron, complice, Macron, complice, Macron, complice, Tebboune, 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 Algérie, Algérie, Algérie. Aujourd'hui, que le Tebboune, le régime de l'Algérie, n'a qu'à se remettre en question et se dire que ce peuple du Mali, à un certain moment de ses difficultés, à un certain moment où c'était dur pour l'Algérie, le peuple du Mali a été là, a servi de base aérienne à ses soldats et à son président. Et le peuple du Mali a même fait une quête. Il y a un timbre qui avait été édité pour pouvoir aider à financer la guerre d'indépendance de l'Algérie. Il ne faut pas que les chefs de l'Algérie oublient. Un drone malien en service de sa mission de surveillance dans la lutte contre le terrorisme a été détruit par l'armée algérienne. Cet acte inacceptable, ayant pour seul but de protéger les ennemis du peuple, constitue une violation de la souveraineté du Mali. Nous condamnons fermement cette action qui met en péril la paix et la stabilité dans la région. Comme invité de ce journal, nous vous l'annoncions, nous recevons Dr Brahima Eli Diko, sociologue et enseignant-chercheur à l'université Yambo Wologem. Monsieur Diko, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous venez de suivre la mobilisation des Maliens suite à l'agression de l'Algérie. Hier, ils sont sortis de Kayamenaka, de Sikasso à Tordeni, en passant par Bamako. Quelle est votre réaction par rapport à cette mobilisation? Moi, je salue cette forte mobilisation des Maliens qui, en fait, n'a cessé depuis que l'événement est survenu. C'est tout à fait normal. Chaque fois que le Mali a été agressé, on a vu, même dans le cadre de l'embargo, la forte mobilisation des Maliens à l'intérieur comme des Maliens de la diaspora. C'est tout à fait normal parce que ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie en fait a agressé le Mali. C'est un acte ignoble, c'était un coup de poignard dans le dos. Quand on regarde les solides relations que le Mali en fait a bâties avec l'Algérie durant ces 60 dernières années, on s'attendait à tout sauf à ça. L'histoire retiendra que le Mali en fait a bombardé un drone malien, un pays qui est déjà éprouvé par 12-13 années de guerre contre le terrorisme. Au lieu d'aider les autorités dans leurs efforts, l'Algérie en fait bombarde ces drones pour réduire nos capacités à faire face à cette menace qui endeuille nos populations, qui fait qu'en fait on a des milliers de déplacés, des milliers de personnes qui ont perdu la vie et qui continuent en fait à perdre la vie. Ces réactions, ces mobilisations sont à saluer et c'est comme en fait on a vu aussi les communiqués de la classe politique qui condamnent. Et donc ce sont des choses qu'il faut faire pour rappeler notamment qu'on attendait tout de l'Algérie, sauf ce genre de réaction qui, de mon point de vue, n'honore pas les dirigeants algériens et j'imagine bien que les anciens présidents algériens doivent se retourner dans leur tombe lorsque ce genre de choses se passent. Vous savez, les relations entre le Mali et l'Algérie sont bâties sur plusieurs choses. Il y a d'abord un devoir de mémoire, mais c'est aussi un devoir d'histoire. En 1954, le Mali a servi de base arrière pour préparer la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et pendant 8 ans, nous avons offert les gîtes et les couverts aux Algériens, notamment en fait à Bouteflika qui a séjourné à Gao et d'autres. Et depuis, les relations en fait n'ont cessé. Le Mali en tout cas a rempli sa part de ce contrat. Il y a ce continuum de populations de part et d'autre, que ce soit des Touaregs, des Arabes, en tout cas des nomades qui traversent, qui font fi des frontières, qui collaborent. Et d'ailleurs le Mali avait travaillé à ce que par exemple un instrument tel qu'un violon traditionnel qu'on appelle l'imzad soit reconnu par l'UNESCO comme étant un patrimoine immatériel. Ça c'est un élément important, mais en dehors de ça, chaque fois qu'il y a eu des rébellions au Mali, nous avons honoré l'Algérie.
de 91. On a discuté, ils nous ont aidés, il y a eu les accords de Tamaracet. Puis, il y a eu la rébellion de 2006, les accords d'Alger de 2006. Ensuite, 2012, la même chose, on rébellote, on signe les accords issus du processus de paix donc de 2015. Donc, alors qu'entre-temps, il y avait eu l'intermède du Burkina où on était parti, il y avait eu, c'est pour parler donc, de Ouagadougou qui ont permis l'organisation des élections présidentielles de 2013. Donc, les négociations auraient pu continuer au Burkina. Mais les nouvelles autorités d'alors ont choisi de continuer avec cette relation avec l'Algérie pour dire c'est un pays frère, c'est un pays donc qui a cette expertise dans la médiation, et c'est un pays avec lequel il faut continuer donc à faire cela. Et donc on avait confiance. Quand vous accordez le rôle de médiateur à un pays, c'est qu'en fait vous lui faites confiance. À la limite, vous lui donnez votre destin en fait entre les mains. Au regard de ces éléments-là, les Maliens s'attendaient à tout, sauf d'une agression de la part de l'Algérie. Donc ces réactions sont tout à fait normales. Tout à fait. Et cette situation a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. En tant que sociologue, quelle est votre analyse? Vous savez, moi je compare l'Algérie ces derniers temps comme étant un lion blessé. L'Algérie elle-même, à travers ses propres opérations, ses activités, un peu s'est isolée par rapport à beaucoup de pays et un peu jalouse de cette zone. Donc ne veut pas forcément que les choses marchent sans elle. Et malheureusement, peut-être pour elle, le Mali a pu conquérir Kidal en fait en novembre 2024. Et ça n'a pas tout à fait plu parce qu'on n'a pas vu un communiqué de soutien de ce point de vue. Et après, nous avons dénoncé l'accord, puis nous sommes sortis de l'accord. Et donc, les nouvelles autorités de la transition, le président de la transition, a décidé la réappropriation du processus de paix. Pour dire qu'à chaque fois, on est parti, on a confié notre destin aux autres, ils ont discuté, ils ont essayé de faire des choses. Malgré, nous avons tiré les enseignements finalement de toutes ces rébellions, de tous ces accords qui ont été signés avec des interférences extérieures pour dire qu'à un moment donné, ça suffit. On reprend notre destin. C'est un moment de prendre notre destin en main parce qu'entre-temps, nous avons adopté une nouvelle constitution qui édicte 3 principes très clairs. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix stratégique des Maliens, des choix des partenaires et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Le président de la transition donc a estimé que désormais, il faut associer l'ensemble des Maliens à l'ensemble du processus de paix. Les questions du Nord sont des questions importantes, mais il n'y a pas que des problèmes au Nord, il y a des questions au centre, il y a des questions aussi au Sud, etc., à l'Ouest. Et donc c'est important d'associer les Maliens, que les Maliens eux-mêmes puissent discuter. Et c'est pour ça que le dialogue intermalien a été initié de février à mai 2024 pour discuter de ça. Et donc depuis, vous avez vu que 5 résolutions ont été adoptées. Une des résolutions, c'est de faire en sorte d'écrire une charte pour la paix et la réconciliation. C'est un travail qui est en cours. Donc c'est un processus inclusif participatif qui est parti des communes, des régions, qui a concerné la diaspora. Tous les mécanismes en fait numériques ont été mis en place pour que les Maliens puissent contribuer où qu'ils sont. Donc c'est cette volonté d'affirmer sa souveraineté, de reprendre son destin en main, qui est en marche et que, de mon point de vue, l'Algérie ne gobe pas tout à fait parce que sinon, le Mali, en fait, est membre avec l'Algérie, la Mauritanie et le Niger du CEMOC. Donc, c'est un comité major opérationnel donc, de mécanismes de coordination. Et si l'Algérie même dans son communiqué a dit que le 27 août qu'un drone en fait serait passé, qu'ensuite le 29 décembre qu'un drone s'est passé, vous voyez entre ces deux incidents, il y a 4 mois qui se sont écoulés. Donc si on est de bonne foi, on peut saisir aussi les Nations Unies, on pouvait adresser une lettre aux autorités maliennes et ensuite on dit qu'un autre drone est passé. Bon, même là, on avait un ambassadeur en Algérie qui aurait pu être convoqué pour lui signifier le mécontentement. On n'a pas fait ça, on a décidé de bombarder. Donc c'est vraiment un acte d'agression qui n'honore pas les solides relations que nous avons bâties avec ce pays frère. Alors, acte d'agression et de provocation, alors le Mali peut ou doit faire quoi face à cette situation? Est-ce qu'on doit saisir les tribunaux internationaux ou demander réparation? Pour le moment, je pense que le Mali a déjà donné le ton. Nous avons fait un communiqué conjoint avec le Burkina et le Niger pour condamner. Donc c'est d'abord la première des choses. Et la deuxième chose, c'est nous avons en fait appelé notre ambassadeur pour consultation. Et après, on a saisi qui des droits et vous savez que même le procureur du pôle en fait, antiterroriste a ouvert une information judiciaire. Donc ce sont ces actions responsables qu'on a lancées et qu'il faut continuer. Maintenant, les autres actions les plus importantes, c'est à mon avis aussi d'activer tous les canaux
de dialogue. Parce que une des valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres, c'est aussi le dialogue. L'Algérie nous a agressés, c'est vrai. C'est dommage, c'est un acte ignoble, comme je l'avais dit. Mais pour autant, il faut dépasser les émotions. Si l'Algérie n'a pas su comprendre en fait l'historicité, la profondeur de ces relations, nous on ne doit pas, en fait on doit mettre balle à terre et puis mobiliser. Si elle ne veut pas la main tendue, nécessairement elle ne peut pas avoir d'autres options que la main tendue. Parce que le Mali, les frontières, la frontière qui nous lie est de 1400 km, les frontières ne vont pas bouger. Le peuple algérien ne va pas bouger non plus, le peuple malien ne va pas bouger. Donc, de ce point de vue, ces frontières-là sont intangibles. Elle va forcément accepter les mains tendues. Nous avons beaucoup de cadres du Sud et du Nord qui ont été formés en Algérie, qui ont de bons contacts en Algérie. Ces cadres doivent faire leur rôle de diplomatie. Nous avons beaucoup d'associations aussi informelles constituées de cadres qui ont de bons contacts en Algérie, qui doivent activer cela. Et puis la diplomatie malienne fait ce qu'elle sait faire, donc continue en fait à dialoguer pour que la communauté internationale voit que le Mali est dans cette histoire-là un pays agressé, que en fait nous ne cédons pas à ce genre de provocation, que c'est simplement ce que nous voulons, c'est que après beaucoup d'échecs, des accords, que nous voulons reprendre notre destin en main et puis construire une paix durable par nous-mêmes et que les autres comprennent cela et que qui de droit nous accompagne. Tôt ou tard, l'Algérie en fait va aussi saisir cette main tendue, j'en suis sûr. Ok. Et vous avez vu que le Mali a été soutenu par plusieurs pays. Au-delà de ce soutien, que peuvent faire ces pays? Parce que c'est le Mali aujourd'hui, ça peut être un autre pays demain. Oui, non, mais justement, c'est ça Vous savez, le démon, il a cette capacité d'aller tourner un peu la tête de quelqu'un. Donc c'est ce qui est arrivé en Algérie. Et donc les autres pays ont compris. C'est pour ça que le Burkina et le Mali, donc membres de l'AES, nous ont soutenus. Après, on a vu le communiqué de la CEDEAO qui appelle à la retenue. Et les autres pays doivent faire la même chose parce que, vous savez, c'est comme la bataille des Margouillas. Lorsque le fait affecte la case de votre voisin et que vous vous mettez à rire sans tenir compte des éventuelles possibilités que la direction du vent change, si vous ne faites rien pour apaiser justement la situation, pour maîtriser le feu, dès que la direction du vent va tourner, vous allez vous retrouver dans les mêmes galères. Donc il faut l'éviter. Voilà, et vous avez un dernier message à vos concitoyens, à vos compatriotes et à tous ces pays qui nous soutiennent. Le message, c'est de dire qu'en fait, nous sommes suffisamment mobilisés. On a fait beaucoup de sorties, beaucoup de campagnes, beaucoup de communiqués. On a aligné beaucoup d'épithètes pour qualifier l'Algérie de tous les démons. Nous avons soutenu nos autorités. Tout ça, c'est déjà bien. Peut-être qu'à partir de cet instant, il faudrait diminuer ces mobilisations, écrire des contributions écrites, rencontrer des officiels maliens pour leur prodiguer des conseils sur comment on peut faire en sorte que le dialogue puisse primer sur l'émotion. Faire en sorte que le principe de bon voisinage qui a existé jusque-là puisse en fait prévaloir et que les armes se taisent parce que en fait notre peuple n'a que trop souffert. Nous n'avons pas besoin d'une guerre en plus. L'Algérie et le Mali ont une grande responsabilité pour la stabilité de la région. Donc on est suffisamment envahi par des groupes terroristes d'obédience diverses. On n'a pas besoin d'en rajouter. Donc appeler aussi les autorités algériennes en fait à la retenue parce que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Elie Diko, d'être intervenu sur notre plateau sur la situation Mali-Algérie. Nous rappelons que vous êtes sociologue et enseignant à l'université Yambo Wologem. Toujours sur la situation Mali-Algérie, vous pourrez suivre un numéro spécial de votre émission Questions d'actualité avec comme interrogation: va-t-on vers une crise diplomatique et sécuritaire? Sera Bathily reçoit Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture, Daouda Tekete, journaliste, écrivain, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président du parti Arena, et Cheikh Oumar Diallo, cofondateur du mouvement Horizon. Ensemble, ils vont décortiquer les relations entre le Mali et l'Algérie depuis les années 60. À suivre après Défense citoyenne, un débat animé par Sera Bathily. Le forum panafricain des peuples africains se tiendra au Mali au mois de juin prochain. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse. Le thème choisi est en rapport avec l'industrialisation de l'Afrique. Youssouf Diakité et Adama Kamara ont suivi cette conférence pour nous.
Les organisations de la société civile africaine annoncent les couleurs du Forum panafricain des peuples africains prévu le mois de juin 2025 à Bamako. Ces organisations initiatrices du forum sont principalement du Mali, de la Guinée-Bissau et des Comores. Il s'agit d'évoquer les grandes questions relatives au développement socio-économique, mais surtout industriel de l'Afrique. Il y aura une thématique sur l'industrialisation de l'Afrique. Comment faire pour industrialiser notre continent à l'africaine pour que ça marche, pour qu'on réussisse, mais ne pas venir singer les méthodes qui n'ont pas marché depuis des années. Il y a ça. Deuxièmement, il y aura un aspect sociopolitique dans ce forum thématique sur par exemple la Confédération des États du Sahel, l'AES. Qu'est-ce qu'on attend de cette organisation? Ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger, c'est une forme de démocratie. Au-delà des questions relatives à l'industrialisation de l'Afrique, les organisateurs du Forum panafricain des peuples africains se pencheront également sur la problématique de la promotion de la jeunesse africaine, avec au centre des débats l'éveil des consciences et d'une jeunesse engagée au service des peuples. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour prêcher l'AES. Et nous sommes dans une dynamique de la mobilisation des masses. Parce qu'une révolution se repose sur le peuple. Sans le peuple, pas de révolution. Le peuple est le fondement d'une révolution. Ce forum aura pour objectif principal de fédérer tous les panafricanistes, toutes les organisations panafricaines qui sont convaincues de cette révolution pour former un bloc solide autour de l'Alliance des États du Sahel, afin que cette belle révolution soit menée à bon port. Autre objectif, nous l'avons dit, c'est le lancement de la rédaction de la charte du panafricanisme pragmatique. Oui, le panafricanisme pragmatique qui, pour nous, est différent du panafricanisme passif. Et c'est ce panafricanisme que nous appelons aussi le panafricanisme concurrentiel. Cette charte, pour nous, comme je l'ai dit à l'exposé, sera une réponse à la conférence de Berlin. Nous nous souvenons tous de cette fameuse conférence du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 qui a partagé l'Afrique comme un gros gâteau qui a balkanisé nos pays. Et une réponse également à la charte de l'impérialisme au nom duquel nos leaders nationalistes sont assassinés. L'un des objectifs phares du Forum panafricain des peuples africains, c'est d'apporter le soutien du continent à la Confédération des États du Sahel. Parlons également de cette rencontre au gouvernorat de Bandiagara. Autorités administratives, élus, forces de défense et de sécurité, ainsi que des représentants de la société civile se sont réunis pour poser les bases d'un retour des personnes déplacées internes. Un reportage de Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Depuis 2012, la région de Bandiagara est en proie à une instabilité croissante due aux conflits intercommunautaires et à la présence de groupes armés. L'administration locale a souvent dû suspendre ses services et les populations ont vu leurs activités agricoles et commerciales lourdement compromises. Toutes choses qui ont favorisé le déplacement des populations. C'est dans ce contexte qu'une rencontre régionale des acteurs clés est convoquée au gouvernorat. Le maire, dans son intervention, a mis l'accent sur l'urgence humanitaire et sociale. Il appelle à la réactivation des autorités religieuses et coutumières dans chaque cercle. L'implication surtout des religieux, de l'entité traditionnelle et l'ensemble aussi des grandes familles au niveau des différents cercles de notre région, nous pourrons aller de l'avant. Le chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation a insisté sur la nécessité d'une approche inclusive en paraphrasant le général Koné. Le général Toumani Koné disait ceci: pour mieux vivre, je répète encore, pour mieux vivre, il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Il faut se parler. Il faut se côtoyer. Il l'a dit. Il a encore continué à dire que eux, ils ont les armes, mais ils ne sont pas venus pour éliminer qui que ce soit. Ils sont venus pour que d'abord, avant qu'on arrive aux armes, que nous tous, nos cœurs là, qu'on les apaise. Et vous pouvez le faire. Pour le chef de l'exécutif régional, il s'agit pour les différents acteurs de la société civile de réfléchir sur un certain nombre de points afin d'aboutir à la paix et à la réconciliation. Pendant cette journée de concertation, vous aurez l'opportunité d'échanger avec la composante clé de la gouvernance sécuritaire de la région de Bandiagara.
Vous sensibiliserez les leaders clés. Vous ferez des propositions concrètes pour l'accueil des déplacés internes. Vous aborderez ainsi la question du logement, la nourriture, la réinsertion socio-économique. Vous mettrez en place ou vous allez redynamiser les commissions d'accueil. Vous discuterez des modalités de retour immédiat des villages récemment déplacés. Vous mettrez en place un cadre régional inclusif de concertation permanente pour la recherche de la paix et la sécurité dans la région de Bandiagara. Cette rencontre permettra de dégager un consensus fort autour d'une ambition commune, restaurer la confiance, encourager la paix et garantir un retour digne et durable des déplacés dans la région de Bandiagara. Première session extraordinaire du conseil d'administration du centre de formation professionnelle de Sénou. Cette session a essentiellement porté sur l'examen et l'adoption du cadre organique du 10 centre. Les détails avec Fanta Mamanientao et Drissa Traoré. Structure spécialisée. Le centre de formation professionnelle de Sénou se présente comme maillon essentiel du système de formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Mali. Chose qui répond à la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. La structure, qui tient sa première session extraordinaire, compte donner plus d'élan à sa vision. L'analyse et l'adoption du projet du cadre organique étaient le seul point inscrit à l'ordre du jour. Ainsi, selon l'administration, plusieurs activités sont réalisées au cours de l'année 2024. Les administrateurs s'engagent à consolider ces acquis en 2025 et envisagent d'autres actions pour le développement du CFP Sénou. Ce matin, nous sommes réunis sur une recommandation des administrateurs qui, ce jour, ont voulu retirer le cadre organique du centre de formation professionnelle pour y intégrer des observations pertinentes pour le bon fonctionnement du centre de formation professionnelle Sénou. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a tenu lors de la mise à disposition au Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, à mettre l'accent dans ses priorités, la formation professionnelle, le système éducatif en général, donc la formation professionnelle, les opportunités d'accès des jeunes à un emploi décent. Actuellement, le CFP Sénou a besoin de renforcer son personnel pour pouvoir répondre efficacement aux sollicitations des jeunes apprenants et des femmes sur le plan de l'emploi et de la formation professionnelle. La ministre en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est toujours engagée pour mettre en œuvre les structures des plus hautes autorités. Ce cadre organique va permettre d'outiller le centre de formation professionnelle du Sud. Et pour recruter, il le faut. Et aujourd'hui, ils ont un besoin réel de 41 agents. Le gouvernement du Mali a mis un budget conséquent à la disposition du centre de formation professionnelle de Sénou pour mobiliser des jeunes apprenants. La Chine, en partenariat avec le gouvernement du Mali, qui offre des formations dans des domaines de secteur très innovants dont le Mali a besoin. L'appel à candidature a été lancé. Les formations débuteront en septembre 2025 pour une durée de 3 ans. Ils sont désormais 41 nouveaux titulaires d'un master décroché à la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Des diplômés composés de femmes et d'hommes viennent du Mali et d'autres pays d'Afrique. Tchemogo Konati. 41 nouveaux diplômés, tous genres confondus, issus des 3 promotions de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Ces diplômés représentent respectivement les 2 premières promotions du cycle master de l'établissement en gestion des risques de catastrophes et en recherche de mise en œuvre et la 12e du même cycle en santé publique. Le master en gestion des risques de catastrophes et celui des recherches en mise en œuvre viennent enrichir les offres de formation de notre programme de formation en santé publique, qui compte de nos jours 8 options, à savoir l'épidémiologie, la nutrition, la santé de la reproduction, l'éthique, la planification et le management des programmes de santé, informatique en santé et système d'information en santé. Outre le Mali, d'autres pays africains y sont représentés.
Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de Madagascar, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Togo. Ces promotions sont respectivement baptisées Feu Professeur Massa Moussako, Professeur Adama Diawara à la retraite et Feu Samba Diop. Le choix de ces cadres émérites est inspiré de leur parcours exemplaire en matière de santé publique au Mali. Il s'agira donc pour ces nouveaux diplômés de leur emboîter les pas. Durant notre formation, nous avons développé des compétences solides nous permettant d'identifier les obstacles qui entravent l'efficacité des interventions en santé, ainsi que de proposer et de mettre en œuvre des solutions adaptées aux réalités locales. Le master en gestion des risques de catastrophes vient conforter toutes les actions mises en œuvre par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Nous nous félicitons de notre participation à toutes les étapes. Ces programmes de formation sont soutenus par des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé. Ils accordent notamment une place de choix à la lutte contre les maladies tropicales négligées. La lutte contre la maladie, condition essentielle pour amorcer un véritable développement harmonieux et durable, est une priorité des programmes de développement sanitaire et social de notre pays. À ce titre, le Mali dispose déjà de stratégies de prévention pour faire face à la menace des épidémies. Ce projet est une mobilisation intelligente et une mise en commun des ressources pour doter notre pays, en particulier de capital humain à même de faire face aux multiples catastrophes naturelles, aux conflits armés et aux épidémies, dont la plus récente est l'épidémie de dengue. En marge de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de ces programmes de formation une réussite. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de la transition gabonaise, a obtenu 90,35% des voix à l'élection présidentielle, selon les résultats encore provisoires annoncés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Et le président a la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix. Selon le ministre de l'Intérieur, Brice Clotaire Oligui Nguema est suivi par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy, qui a obtenu 3,2% des voix. Le taux de participation est estimé à plus de 70,4%. La Cour constitutionnelle dispose de 2 semaines pour examiner tous les éventuels recours avant l'annonce officielle. L'année 2025 Année 2025, année de la culture, un clin d'œil à la communauté des Dogons avec la tenue que je porte ce soir, et allons à la rencontre du parrain du mois d'avril. Il s'agit de Abdoulaye Konaté, le natif de la région de Tombouctou. Elle est l'un des plus grands artistes peintres du monde et il se démarque par son style appelé art textile. Même étant à la retraite, il continue de faire le tour du monde avec son art textile. Qui est Abdoulaye Konaté? Élément de réponse avec Cheikh Oumar Sangaré, Mariam Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé. Né en 1953 dans la région de Tombouctou, précisément à Direy, Abdoulaye Konaté fait partie des innovateurs des arts plastiques au Mali et par-delà dans le monde entier. L'homme pénètre l'univers fascinant des arts par le biais d'un artiste autodidacte, Aboubakar Koïta, dans son Direy natal. Puis, il intègre l'Institut national des arts INA avant un bref passage au musée national. L'envie de percer les mystères des arts refait surface et l'artiste part poursuivre son cursus scolaire à l'Institut supérieur des arts de la Havane à Kiba. Pendant toutes ces études-là, on travaille essentiellement sur les techniques qu'on connaît au niveau de la formation dans les académies. Donc la peinture à l'huile, la gouache, l'acrylique, un peu le modélage, la gravure, la sérigraphie. Après les études à la Havane en 1985, Konaté revient au pays et devient entre autres chef de département au musée national, directeur général du palais de la culture,
directeur des rencontres africaines de la photographie et conseiller du ministre de la Culture. Aux côtés de ses fonctions administratives, les créations demeurent et l'artiste se ferait son propre chemin. Je me suis inspiré de la tenue des Koroduga Sénoufo, des Koroduga maliens qui sont là. Ce type d'accrochage des objets du textile sur le vêtement, on le trouve chez les bouchers à Tombouctou. Donc j'ai vu qu'il y a énormément de possibilités avec le textile. Et c'est ainsi que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à m'exprimer avec le textile. Justement, cela s'appelle de l'art textile, une technique que l'artiste a embrassée en 1990 et qui utilise des tissus d'usine, d'animaux ou les fibres synthétiques pour la conception des œuvres pratiques ou décoratives. Dans ses travaux, Konaté mise beaucoup sur le basin avec en toile de fond les couleurs expressives utilisées en séries nuancées. Abdoulaye Konaté organise de grandes expositions à travers le monde comme l'étoffe des songes, entre ciel et terre, les plis de l'âme ou encore Anima Mundi, organisé avec d'autres artistes et dont le vernissage a eu lieu cette semaine à Genève, en Suisse. Il faut que nos œuvres soient d'abord connues en Afrique, avant l'extérieur. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. On est beaucoup plus connu à l'extérieur que dans nos pays. L'homme que nous célébrons ce mois est un fervent défenseur de nos traditions. C'est ainsi qu'il initie en 2002, sous la tutelle de l'État, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté, une institution pluridisciplinaire qu'il dirige de 2003 à 2015 en misant sur 3 axes: la formation académique, l'introduction des nouvelles technologies dans l'apprentissage des arts et la formation traditionnelle. On a été très formaté par le concept de diplôme. Donc quand moi je voulais faire intervenir nos traditionnalistes à l'école, on s'est confronté au niveau du trésor, au niveau des finances. Comment tu vas donner le salaire à un traditionnaliste parce qu'il n'a pas de diplôme? Tous les mécanismes artistiques que nous avons aujourd'hui au Mali ont un rôle à jouer, et un rôle fondamental à jouer pour la cohésion sociale, pour le développement de nos sociétés. Et oui, le développement de nos sociétés passe par la souveraineté du secteur de la culture et Abdoulaye en est vraiment conscient. Voilà pourquoi il est l'un des artistes donateurs du Fonds africain de la culture ACF que le Mali abrite. Une initiative de l'actuel ministre de la Culture Mahmoud Daffé, dont la concrétisation a débuté lors d'un atelier de haut niveau aux Seychelles. Le septuagénaire s'est réjoui du choix porté sur sa personne comme parrain du mois d'avril de l'année de la culture. Parlant de distinction, notre artiste en a à revendre. On peut entre autres citer la médaille de chevalier de l'ordre de l'art et des lettres de la République française en 2002, médaille de l'officier de l'ordre national du Mali en 2009, Dr Odoris Koza de l'Université des arts de la Havane en 2019, médaille de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication du Burkina Faso en 2023 et la médaille du mérite des arts et de la culture du Mali en 2024. Les artistes plasticiens maliens traversent depuis plus d'une décennie des moments difficiles liés à la mévente de leurs œuvres artistiques. Certains utilisent des solutions alternatives pour joindre les deux bouts. Plusieurs espaces tournent au ralenti. Toutefois, les acteurs ne perdent pas espoir, surtout que cette année est dédiée à la culture. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Moussa Kamara. Le Mali fait partie des pays qui s'imposent sur le plan culturel de par le monde et cela se justifie par sa diversité.
Depuis quelques années, le secteur de la culture et de l'artisanat est affecté par la crise politico-sécuritaire que connaît le Mali. Et le marché des arts est frappé de plein fouet par cette situation. Malgré ce contexte difficile, certains artistes plasticiens arrivent à tirer leur épingle du jeu. Par contre, d'autres ont préféré mettre la clé sous les paillassons en attendant un lendemain meilleur. Je travaille avec principalement des galeries, une au Maroc, African Art et Artplex Gallery à Los Angeles aussi. Je pense que ça commence à bouger. L'art ne nourrit pas nous les jeunes artistes aujourd'hui, car c'est plus difficile en fait, quoi. Donc il y a moins d'activités, on a moins d'exposition, on ne peut pas survivre avec seulement ça. Cependant, la création et l'ingéniosité ne manquent pas chez certains artistes plasticiens maliens pour faire face à la situation. Sur le plan national, on est en train de travailler beaucoup pour qu'on puisse avoir des collectionneurs locaux. Et on parvient à créer quelques collectionneurs, mais dans ce dernier temps, franchement, suite aux crises multidimensionnelles qu'on a actuellement, les collectionneurs locaux hésitent beaucoup. Pendant cette crise, quand même, on a mis quelques stratégies en place. Les gens ont essayé de mettre leurs images sur les réseaux sociaux et ça a permis à d'autres de vendre un peu. Et souvent, d'autres clients nous demandent aussi d'envoyer les images, même s'ils sont à l'extérieur. Mais on est minoritaire. Sur 100 personnes, vous trouverez que peut-être c'est environ 5-6 personnes seulement qui peuvent vendre pendant cette crise-là. Pour Amadou Sanogo, ce jeune artiste plasticien malien, le marché international de l'art a pris un sérieux coup. Le monde de l'art, c'est un monde qui cohabite beaucoup avec le monde de la richesse. Donc les riches ont peur d'investir sous prétexte qu'ils n'arrivent pas à cerner le monde. Et tout ça joue sur l'achat des œuvres. Mais malgré tout ça, on parvient à s'en sortir du lot. La grande majorité des artistes n'arrivent pas à vendre leurs œuvres. Et pire, certains n'arrivent même pas à avoir accès à des espaces d'exposition. Face aux difficultés consécutives à la mévente de leurs œuvres, nombreux sont les artistes maliens qui ont développé des stratégies de survie. On se retourne dans la rue, on cherche là-bas des marchés pour gagner un peu. Avec ces marchés-là, on fait les banderoles, les plaques, les brolants, les t-shirts, les casquettes et des décorations intérieures et extérieures. À ce jour, des initiatives certes timides commencent à porter fruit pour faire face aux difficultés. C'est ainsi que la nouvelle génération d'artistes plasticiens a tendance à se regrouper en collectif dans des espaces comme l'atelier Badjalan 1, Team Art et Anko Art. Atelier M, ça fait 4 ans maintenant. L'objectif visé, c'est de promouvoir l'art et encore donner plus de visibilité à la création malienne aussi à l'extérieur, à savoir dans les différentes galeries et aussi avec les différents événements aussi. Le collectif Team Art est venu d'un constat. Le premier, c'est que déjà les artistes plasticiens, pour qu'on puisse travailler et s'inspirer davantage, il faut qu'on soit ensemble. L'objectif déjà, c'est de faire la promotion de l'art et de la culture au Mali à travers les jeunes. Il faut reconnaître que le marché au Mali est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs. Ça se compte sur les bouts des doigts. C'est un travail d'éducation et de sensibilisation que nous sommes tenus de faire pour montrer aux gens que c'est important d'avoir des œuvres chez soi. La galerie a été lancée en 2019. La réalité est que ce public de niche-là, que cible la galerie, ce public tournait autour des expats. Il y en a de moins en moins, donc ce qui fait que les ventes se font rares. On est en train de retravailler sur une nouvelle stratégie, une nouvelle dynamique, une stratégie sur laquelle il faut réellement cibler les Maliens lambda. Le ministère en charge de la culture avait initié en 2004 le marché national de l'art plastique. Ce projet n'a connu que 2 éditions. Cet espace a permis aux artistes plasticiens du Mali d'exposer leurs créations, mais aussi d'être en contact avec le public. Les nostalgiques de cette initiative se souviennent. La première édition, moi j'ai présenté 5 tableaux et j'ai vendu les 5. Donc beaucoup de gens ont vendu aussi. Et ils avaient des prix aussi
et que le ministère décernait aux meilleurs artistes. Donc, ce qui donnait plus d'encouragement dans le secteur. À ce jour, il est nécessaire de mettre en place une stratégie pour redynamiser le secteur des arts plastiques en termes de vente au Mali. Des thérapies sont proposées par les professionnels. Ce serait bien que l'État soit collectionneur. Dans certains pays, à chaque exposition, l'État paye des œuvres d'art. Ça aussi, c'est une manière d'avoir une collection nationale. On a créé un projet qu'on appelle Digifablo, en français, Vestibule de l'espoir. C'est pour permettre aux artistes de se rencontrer et au moins une ou deux fois par trimestre et discuter et aussi choisir au moins 5 artistes chaque trimestre pour qu'ils puissent exposer et faire les promotions. Nous sommes maintenant envahis par une version de la civilisation et nous, ce que nous pouvons opposer, c'est notre propre civilisation et montrer aux jeunes qu'ils ont de quoi être fiers de leur pays, de leur culture. Et là, ça va aussi avec des politiques culturelles que l'État doit mener en cette période. En décrétant 2025, année de la culture, l'espoir est rené chez les artistes. C'est un réconfort pour nous les artistes. Ça donne une autre vision, une autre perspective à ce qu'on fait comme métier. Il faut que ça soit accompagné par des actions parce que là, les artistes maliens, il n'y a pas assez de débouchés. Déjà, le département en charge de la culture s'active sur le terrain pour donner un contenu à cette initiative présidentielle. Après la culture, parlons sport. Bonsoir Siragatou Sissé. Bonsoir Harriet Kone. Alors, 11e tour cycliste international du Mali. Le top départ a été donné ce matin à Sikasso et a vu la victoire d'un Belge. Oui, il s'appelle Dedeker B. Jorns. Il a réalisé un chrono de 2h23 minutes 4 secondes en circuit fermé sur une distance de 114 km dans la ville de Sikasso. Le Belge est secondé par les Maliens Fidel Cissé de Bamako et Yaya Diallo du club Ernest de Niena. Ce top départ du tour cycliste du Mali dit de l'intégration à mobiliser. Le compte rendu avec l'un de nos envoyés spéciaux, Sekou Konati. Pour cette 11e édition du Tour cycliste du Mali, ils sont venus du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, du Maroc, de la Guinée, de la Belgique et du Mali. Une édition que la Fédération malienne de la discipline veut celle de la maturité. L'édition 2025 est placée sous le signe de l'intégration. Qui parle de l'intégration, parle du renforcement des liens entre nos peuples et nos autorités. Je remercie et félicite l'ensemble des délégations qui ont pu effectuer le déplacement en termes de pays pour en tout cas participer à cette 11e édition. Le gagnant également qui nous vient de la Belgique, je crois que c'est vraiment encourageant. C'est de dire que nous aussi, côté du Mali, nous devons continuer à travailler pour que le 20 avril, sur le boulevard de l'Indépendance, en présence de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, qu'on puisse garder le maillot jaune pour le Mali. 114 coureurs prennent alors le départ. 114 km en circuit fermé dans la ville de Sikasso. Les hostilités sont vite lancées et le premier point chaud est enlevé par Daouda Djiré. Le Mali, le Burkina, la Belgique, le Maroc et le Sénégal s'échappent. Et le peloton décide d'annuler l'échappée en réduisant l'écart. La bataille pour le second point chaud est donc ouverte. Et c'est Diadoua Diallo du Mali qui l'enlève. La course est encore plus ouverte sur les 4 derniers tours de l'arrivée. Et la Belgique prend les choses en main pour finalement s'imposer. Le Mali occupe les 2e et 3e places et le tour est lancé. Ça s'est très bien passé, sans problème, parce qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de blessés. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi les plus hautes autorités, à commencer par le président, le général d'armée Assimi Goïta, qui a accepté le parrainage, et ensuite en passant par le premier ministre, le général de division Ablaye Maïga, et l'ensemble des membres du gouvernement. Et ce que nous retenons le plus comparativement à l'année dernière, cette année nous sommes venus avec 6 coureurs. L'année dernière nous n'étions même pas capables de venir avec 6 coureurs. Et à l'issue de la première étape, on peut tirer aussi un satisfecit qui permet de dire que nos 6 coureurs ont pu finir la première étape. Le port autonome de Dakar est l'outil
pour ces différentes économies des pays que nous appelons de l'Interland, donc pour soutenir cette affirmation forte de la présence de ces pays qui est faite déjà sur le plan politique. Soyez sûrs, nos populations, nos États membres de l'espace AES et au-delà, la sous-région, que le port de Dakar sera là pour vous soutenir dans cette démarche. Et pour la région de Sikasso, bastion du vélo, le Tour cycliste international du Mali est un rendez-vous majeur. Je lance vraiment un message à la jeunesse aujourd'hui de se mettre ensemble. Pour le développement de ce pays, on ne peut pas faire le développement de ce pays sans la jeunesse. C'est ça que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a dit, si il a échoué aujourd'hui, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc pour ne pas que le président échoue aujourd'hui, je demande à la jeunesse malienne de se donner la main et se mettre au travail. À l'heure des récompenses, Debecker de la Belgique endosse le maillot jaune. Il est accompagné sur le podium par Yaya Diallo et Fidel Cissé du Mali qui endossent les maillots du port autonome de Dakar et celui du meilleur jeune. Deuxième étape, demain lundi, avec le trajet Sikasso-Niena sur une distance de 77 km. Voilà, Tour cycliste international du Mali, un reportage de ORTM Sikasso avec le doyen Sékou Konaté. Coupe du Mali de foot, messieurs, fin ce soir des 8e de finale. Oui, le Djoliba AC a étrié Rice Alanson de Koutiala 3-0. L'US Bougouba triomphe 2-1 devant Binga FC. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Mali de foot, 64e édition au niveau des messieurs sont le Stade Malais de Bamako, détenteur du trophée, Derby Academy, Arsenal Talent Sportif de Koro, l'USFAS, l'Union Sportive de Bougouni, le Djoliba AC, FC Diara et l'Union Sportive de Bougouba. Vous l'aurez compris, 6 équipes de Ligue 1 Pro et 2 clubs de 2e division pour la suite des opérations en Coupe du Mali. Et mini-tournoi AS de foot, les Lampions se sont éteints ce dimanche à Koulikoro avec le Sacre du Mali. 2-0 sur le Burkina Faso au terme des matchs rythmés au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Ce mini-tournoi de la fraternité avec les États de la Confédération du Sahel a connu un franc succès. Au classement général, le Mali est premier, suivi du Burkina Faso, du centre d'instruction Boubacar Sadassi, de Koulikoro et du Niger. On écoute le secrétaire général du ministère en charge des sports, Modibo Traoré, satisfait de la tenue de ce mini-tournoi AS au micro d'Ousmane Koïta. Position avec 2 équipes qui, comme on le dit dans notre jargon, ont mouillé le maillot. Et il faudrait non seulement remercier ces 2 équipes, mais l'esprit de fraternité, l'esprit d'amitié qui a caractérisé cette rencontre, qui s'est déroulée dans un bon esprit de fair play. Ensuite, saluer les autorités de Koulikoro qui ont fait en sorte que cette activité, ce tournoi se déroule dans un bon esprit, dans une bonne ambiance, avec un bon public qui pendant ces 3 jours a fait le déplacement, non seulement pour soutenir les différentes équipes, mais également soutenir l'esprit qui anime nos autorités et nos chefs de l'État dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est véritablement un motif de satisfaction qui nous anime, et ne pas oublier également l'initiateur de ce tournoi qui a fait en sorte que nous puissions une fois de plus créer une chaîne de solidarité, une chaîne d'amitié, une chaîne de fraternité entre les différents pays de l'AES. Et enfin, remercier évidemment toute la population de Koulikoro qui a fait le déplacement, et les gouverneurs également qui n'ont pas hésité à mettre en route les différents joueurs qui ont participé et qui ont composé l'équipe du Mali. Donc c'est véritablement des motifs de satisfaction au nom du ministre de la Jeunesse et de l'Espace chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne, mais également de tous les départements et de tous les organisateurs, pour dire que ça c'est une première, et nous espérons que ce ne soit pas la dernière, et que nous vivement donc la prochaine édition de ce tournoi.
Et en basketball, Siragatou, les trophées de la Coupe BDMSA ont été remportés respectivement en dames par le Stade malien de Bamako et en messieurs par l'AS Police. Oui, le Stade malien de Bamako en bleu, sans difficulté en série dames, a pris le meilleur 55-42 sur l'ASRL, soit 13 points d'écart. Chez les messieurs, l'AS Police en bleu, la couleur porte au bonheur du samedi, a dicté sa loi à l'USFAS, 88-54, soit 34 points de différence. Les équipes vainqueurs, en plus des trophées, reçoivent chacune 300 000 francs CFA et les vaincus 200 000 francs CFA. Ces finales ont été jouées au Palais des Sports Salamatou Maïga en présence d'un parterre de personnalités de la BDMSA et de la Fédération malienne de basketball. On reste toujours en basket pour vous signaler que le Stade malien de Bamako a bouclé ce dimanche la conférence du Kalahari à Rabat par une défaite 59-79 face à Rivers Hoopers du Nigeria. C'est la 6e défaite des Blancs en autant de sorties. Conséquence, le Stade malien de Bamako ne participera pas à la conférence du Sahara à Dakar au Sénégal du 26 avril au 4 mai. Cette annonce, avec votre permission, Kadiatou Kone, l'émission Tibabao sur la chaîne de 95 points de l'onde de choc, la radio du bonheur, reçoit à 22h45 Mamoutou Kane Dimourle, entraîneur du Stade malien de Bamako, Fako Zerbo, ancien international, et Ousmane Traoré Diman, notre confrère de Radio Clédou. Tibabao est une présentation de Koji Sibi et une réalisation de Suleiman Sanogo. Very good. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci bien Siragatou Sissé. Et c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Il ne faut jamais couper l'arbre qui t'a sauvé le jour où tu as fui le buffle. Un proverbe de nos grands-pères qui nous enseigne de ne jamais être des ingrats dans la vie. À méditer. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,